Je suis ici au Festival de films d'art de Saint-Moritz avec un grand maître et un pionnier de art vidéo, Robert Cahen. On vient d'avoir une conversation sur son chef-d'œuvre, Cette vision fugitive, qui date de 1995. Il y avait une petite question, Robert, que je voudrais répéter ici. Comment tu vois le futur de l'art vidéo? Parce que maintenant, on se demande si ça va devenir juste quelque chose, une partie d'art digital, ou bien est-ce que tu vois une possibilité pour ce domaine d'art de se développer indépendamment? C'est une bonne question. Je ne suis pas un devin pour donner l'avenir et le futur de l'art vidéo, mais je suis sûr qu'il va continuer, il va même s'emparer des nouveaux outils numériques qui vont être mis à sa disposition pour fabriquer des œuvres d'un nouveau genre. Je ne sais pas comment on va les appeler, mais je pense que ça soit avec le téléphone maintenant, qui est un ordinateur extraordinaire pour faire des ralentis, pour faire des images de qualité extraordinaire aussi, comme je dis, et même capter les sons. Des œuvres nouvelles vont pouvoir émerger et être vues et découvertes par un nouveau public aussi. Avec ce message tellement optimiste pour les générations à venir, je vous encourage de voir toute la conversation sur notre page web. Merci. Merci. Merci, Eva. Hello, ladies and gentlemen. We've just seen a classic masterpiece of video art of our time. Thank you so much for showing it to us. And thank you so much for coming. Today with us, Robert Cahen, pioneer. Pioneer and master of video art. Quite young art, born in the end of last century, but still with us and still beautiful. Now, with your permission, I would like to switch to the French language, in which Mr. Cahen expresses himself more easily. Robert. Yes, I will speak in French. I hope you can understand me. So, also my French is not so good. Mais non, oui. Je vais faire le meilleur possible. Tout va bien. Merci. Alors, Robert, merci beaucoup pour être avec nous et merci beaucoup pour cette œuvre qu'on vient de voir. Je dois remercier Stefano Aboli et l'édition de m'avoir invité ici. C'est un honneur de partager avec vous ces moments de création et de découverte d'œuvres nouvelles. L'honneur est entièrement le nôtre. Merci. Alors, après tout cet remerciement, je vais demander quelque chose. On dit de vidéo art que c'est peinture avec la caméra. Mais comme vous venez du monde de la musique, pour vous, c'est peut-être plutôt composition avec les images. C'est comment? Alors, les deux propositions sont bonnes. C'est à la fois de la peinture, mais aussi de la composition. Le film, comme Michel Sion, qui a fait la conception sonore, l'a écrit, c'est de l'audio-vision. Donc, on compose avec des images et avec des sons pour fabriquer une chose nouvelle, hein, qui est la création elle-même. Donc, évidemment, ma formation de compositeur en musique concrète m'a permis très vite de bien travailler les sons et de préparer la matière pour un compositeur qui prendra en charge cette matière et répondra à l'exigence du montage des images. Comme on a ici un exemple très précis de votre art, parlons un peu de cette œuvre. Comment ça se fait, comment ça arrive à cette impression qu'on va voir? Vous étiez la genèse de cette vision fugitive. Vous étiez pour la première fois en Chine, je pense. En fait, c'est la deuxième fois. La première fois, je suis allé en 1987
à Hong Kong pour réaliser un film sur la ville de Hong Kong et montrer l'identité sonore de cette ville. À la suite de mon tournage, je suis parti à Guilin pour la première fois avec mon ami Stéphane Hutter, qui était le cadreur des images de Hong Kong. Et j'ai découvert cette Chine extraordinaire des années 87. C'est en 91 que j'ai été invité à Beijing par le directeur de l'Institut français, culturel français, pour faire une rétrospective de mon travail. Étant donné que je faisais ce voyage en Chine et que je ne connaissais pas la Chine, je lui ai proposé d'aller filmer dans différents lieux et de présenter dans des écoles d'art mon travail, mais d'avoir la possibilité pendant 3 ou 4 semaines de voyager. Et j'ai préparé mon voyage, ce qui m'a permis, avec le traducteur Rupin, qui m'a accompagné, parce que seul, ne connaissant pas le chinois, j'étais perdu. Donc, j'ai été accompagné et nous avons traversé une petite partie de la Chine, mais quand même suffisamment, comme c'était préparé de façon assez large, pour que je puisse filmer et revenir en France pour faire la post-production avec 30 heures d'images. Et de ces 30 heures sont sorties ces 33 minutes du film. Qu'on montre un peu la fascination qu'a provoqué pour moi ce pays, cette population, cette manière de vivre si différente de la mienne et qui était encore à ses débuts vis-à-vis de la vie contemporaine. La Chine, il y a 25 ans, complètement différente. Elle est différente, mais elle est toujours pareille. On va dire qu'il n'y avait pas tant de voitures à cette époque. Les vélos étaient quand même rois dans les villes, dans les villages. Et plein d'autres choses font que j'avais l'impression, même si c'était quand même assez tard, et après cette révolution culturelle terrible, d'être un découvreur à ma façon de la Chine dont je ne connaissais pas tellement bien l'histoire. Je suis une sorte d'aventurier qui accepte de découvrir et d'avoir mes propres intuitions sur la société et l'histoire du pays que je vais déchiffrer à ma façon avec ma petite caméra A8 qui est évidemment fragile, mais avec un très bon son. J'avais sur ma caméra une sorte de cercle noir dans lequel était positionné un micro. Alors cette voix sonore de film, elle est composée de sons originaux que vous avez capturés pendant le voyage. Alors une partie c'est du son original. Et évidemment, Michel Chion a apporté énormément de sons qu'il a recomposés ou qu'il a trouvé même les fameux tambours que l'on entend dans la scène où il y a l'enterrement. Ce sont des tambours qu'il a choisis dans un film de Mitsuguchi, qui sont extraits, mais de façon suffisamment musicale et indépendante de la musique qui avait été créée pour le film de Mitsuguchi, pour apporter cette énergie et cette retenue nécessaire pour lire les images, les découvrir et entrer dedans. C'est poétique, donc tous et toutes font leur interprétation de cette poésie. Je ne sais pas quoi vous dire pour la décrire plus, mais, oui. Mais il y a plein de choses à raconter sur peut-être la manière dont j'ai dû travailler pour composer les 7 visions. Oui, en fait, un trait très caractéristique de votre art, c'est l'existence, présence de cette micro-narration, parce que c'est l'art vidéo, alors c'est parfois abstrait, mais il y a toujours ce retour, ce vient et va avec les choses très concrètes, avec des petits morceaux des histoires qui capturent, qui vont très proches au cœur des spectateurs. Est-ce que vous voyez déjà ces histoires pendant que vous enregistrez? C'est une bonne question.
Dans l'art vidéo, l'histoire de l'art vidéo montre qu'il y a plein de manières de s'exprimer avec ses moyens et ses techniques. Donc effectivement, dans la mienne, je dois dire que je suis plutôt comme un sculpteur, c'est-à-dire j'ai un morceau de marbre et je dois faire sortir une forme. Ça veut dire que je dois casser des morceaux et trouver la synthèse pour fabriquer à partir de mes rushs, puisqu'on va parler de mes images, ce que j'ai apporté, il faut que je le relise et que j'en extrais ce qu'il y a de plus essentiel pour moi. Et qu'est-ce que je peux en faire? Le grand travail, c'est de s'éloigner et de jeter ce qui n'a pas de sens pour moi et qui n'en aura peut-être pas pour les autres. Peut-être j'ai jeté aussi des choses magnifiques, mais dans l'ensemble, ce choix est important et je ne fais pas ça tout seul, hein. Je suis un artiste qui doit travailler en équipe, un peu comme un cinéaste. Et le travail du monteur avec qui j'ai fait ces visions fugitives, Bernard Batz, vient du cinéma. Et sa capacité à comprendre et à s'adapter à ces coutures qu'il fallait faire des images ensemble, cette recomposition sur des indications que j'ai faites, sur une relecture que j'ai faite avec lui, a été essentielle et fait partie de cette avancée dans la sculpture et Oui. dans l'émergence du sens que je veux donner pour chacune de ces visions. Par exemple, dans cette vision fugitive de ce monsieur qui fait quelque chose derrière le buisson. Oui, il fait sa gymnastique ou bien quelque chose et ça donne une suspense énorme, comme si c'était Hitchcock. Dans cette deuxième vision, effectivement, voilà par exemple une vision qui a été construite non pas dans mon intention de montrer des gens qui sont derrière des buissons et qui crient, mais c'est la bande sonore qui m'a décidé à construire quelque chose à partir des images que j'avais tournées dans ce parc du temple du ciel. Parce que les cris n'étaient pas de cette scène. Bien sûr que si, oui. Évidemment. J'ai utilisé la bande sonore. Il y a un seul cut, ça veut dire ces 5 minutes, ou ces 4 minutes 30, je ne sais pas, sont faites de 2 extraits de mes prises de son que j'ai collées. Et à partir de ça, j'ai recollé quelque chose parce que j'avais très mal filmé à l'époque. Je voulais effectivement voir les gens qui se cachaient derrière les buissons. Et donc, j'ai fait n'importe quoi avec ma caméra, ce qui donne des moments complètement illisibles, mais que le monteur a réussi à très bien mettre en scène, jusqu'à ce qu'on arrive à la personne que l'on voit un petit peu cracher, et celle qui chante des chants d'opéra chinois. Et effectivement, dans ce parc, le matin, les Chinois viennent et, d'une part, exercent leur voix. Imaginez qu'on fait ça dans un appartement, ça ne va pas très bien. Donc, c'était mieux de le faire dans ce parc. Mais d'autres crient, hennissent. Il y a des moments où ils se débarrassent, on dit, de leur mauvaise humeur. C'est ce qui ne va pas bien à l'intérieur, il faut que ça sorte. Et donc, ce sont ces grands cris. Alors, ils crachent. Ils crachent aussi. Et c'est cette symphonie de voix organisée tout à fait naturellement qui m'a permis de construire cette petite séquence. Et c'était une chance extraordinaire. Mais c'est la relecture, vous voyez, c'est lorsqu'on est en phase de séquence, et c'est pour ça que c'est tellement morcelé, on filme beaucoup, mais il n'y a que quelques moments qui deviennent passionnants. Et ce n'étaient pas les moments que j'avais filmés qui étaient passionnants, c'était l'enregistrement de ce qui se passait autour de moi, qui a déterminé le montage de cette séquence.
Il y a un autre moment dans la avant-dernière vision, je pense. La sixième, la traversée sixième, du village. oui, traversée des marchés et les gens qui regardent directement dans la caméra. C'est vraiment quelque chose de très très fort. Je me demande comment c'est possible. Moi aussi, je me demande comment. J'ai eu une chance extraordinaire d'être porté par les personnes que je croisais. Michel Chion a écrit un texte sur ce film. Il a dit que je montre des anonymes singuliers. Ça veut dire qu'ils ont chacun quelque chose de singulier. Ce n'est pas la masse qui compte, c'est ce que porte en eux chaque personne. Je n'ai pas fait exprès, mais j'étais derrière ma caméra et vous savez, un cadreur se sent toujours à l'abri de tout à cause de sa caméra. Et j'ai avancé dans cette foule et j'étais d'ailleurs descendu d'un bus parce qu'il y avait tellement de monde pour cette journée de marché que j'ai dit, le bus mettait une demi-heure pour traverser le village. Moi j'ai dit, écoutez, laissez-moi, j'ai envie d'aller filmer. Et je suis allé tout seul me promener et je crois que c'était un village où il n'y avait pas eu énormément d'Européens qui sont passés. Donc, d'une part, ils ont vu un grand type avec des cheveux blancs, parce que j'avais déjà les cheveux blancs en 92, et j'avais donc ma petite caméra et ce cercle noir à côté de ma caméra qui étonnait beaucoup les gens. On était à l'époque où personne ne filmait, personne n'avait de téléphone portable, ça n'existait pas. Et donc, l'étonnement des gens, on est en face de gens, il n'y a qu'une personne qui me sourit dans tous les gens que je croise. Et donc, j'ai avancé et j'ai eu cette chance de savoir filmer pendant un quart d'heure. Et c'est ce quart d'heure que j'ai dû retravailler. C'est-à-dire, j'ai repris en main le tournage de ces images et j'ai dû trouver la manière de retenir ces regards. Comment faire? Parce que ce n'est pas la vitesse c'est pas ralenti. normale. Si, c'est ralenti un petit peu. Il y a des moments de ralentissement léger, mais quand même qui permettent de façonner et de donner plus de valeur à l'étonnement et au regard de cette foule extraordinaire. Voilà, d'une certaine époque. Maintenant, on ne trouverait plus ce genre de foule, c'est fini. On voit qu'ils ne sont pas habitués à regarder dans la caméra. Oui, mais ils ont peur de ce cercle noir et de mes cheveux blancs peut-être. Mais... Oui. Alors, j'ai vu à la fin des films, il y a personnages qui font des effets spéciaux. Il y a quelqu'un qui fait des effets très spéciaux. Oui, Patrick Zanoli. Patrick Zanoli qui travaillait... indiscrètement. C'était quoi? Alors, Patrick Zanoli, Bernard Batz a fait le travail de montage. Patrick Zanoli était spécialiste d'effets spéciaux au Centre international de création vidéo de Montbéliard, Belfort, où j'ai été invité en résidence. Et effectivement... Le studio dans lequel j'ai pu travailler avec ces images qui étaient de basse définition a quand même été numérisé. Ça veut dire que j'étais dans un studio numérique qui a permis de reprendre en main toutes les images qui avaient été tournées avec une qualité mauvaise. Ça n'a pas donné une netteté formidable. Vous avez vu que je suis le spécialiste du flou, hein, pas seulement du ralenti, mais malheureusement les images ont un peu cette densité et cette difficulté de se présenter nettement, mais ce flou apporte aussi cette dimension poétique, peut-être, dont j'avais besoin. Voilà. Et Patrick a apporté quelques effets de Larsen, d'image, qui a fait qu'il y a une espèce de fusion de l'image dans une autre image. Bon, les solarisations, ça s'est fait depuis le début de l'art vidéo. Mais voilà, il a apporté et il a voulu être présent plutôt avec des effets très spéciaux, parce qu'il a de l'humour, ce garçon.
Si je me permets de retourner à la fin peut-être de notre conversation, au commencement, on dit art vidéo, c'est peinture avec la caméra. Vous étiez comparé par critique, soit avec Monet, soit avec Van Gogh, mais ici, c'est clairement la peinture traditionnelle chinoise. Est-ce que vous étiez déjà familière? Parce qu'on voit ce paysage qu'on connaît de ce tableau chinois. Alors, c'est vrai que j'ai joué un petit peu la carte chinoise de cette manière, en travaillant surtout sur les noirs. La question de la laque chinoise m'avait intéressé et j'ai demandé à mon monteur et à celui qui faisait les effets couleurs de me permettre d'arriver à une densité de noir un peu extrême, poussée, et qui donne cette rémanence et ce reflet nécessaire qu'on retrouve dans la laque chinoise et la peinture chinoise. Donc, mais il y a plein d'autres moments où la couleur, par exemple la descente du Yangtze, où les paysages sont fantastiques, mais j'ai voulu me détacher un peu de la réalité pour rester dans cette espèce de rêve que j'ai fait moi-même en traversant ce lieu. Et cette restitution de cette réalité, c'est comme ça, mais c'est repeint par les machines et avec un peu de ma volonté et l'aide de mes amis techniciens.